Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints donc, pour ce webinaire qui consiste à vous présenter l'intérêt d'une remise à niveau pour les études de psychomotricien et ergothérapeute. Pour cette présentation, donc, je serai accompagné de Adrien Besse et de Muriel Girard et on va découper la présentation donc, sur différents points. Donc, la présentation de chacun d'entre nous, le métier de psychométricien et on verra aussi également quelles sont les particularités avec ergothérapeute. Le cursus, une fois que vous aurez intégré une école, donc au niveau des contenus, au niveau des matières, au niveau des modules. La présentation donc, de l'école de Valetudo que nous avons fondée avec Muriel pour l'accompagnement, pour l'intégration de ces études. Et ce qu'on l'on propose comme préparation en présentiel ou en semi-distanciel au sein de notre école. Donc, je me présente brièvement. Donc, Jean-Baptiste Luizet, je suis le directeur de Valetudo, donc qui est un organisme de formation que j'ai fondé en octobre 2023, donc organisme de formation certifié Calliope. Je suis également donc docteur en biologie fondamentale, donc en particulier en infectiologie fondamentale. Sur Lyon, je suis également formateur en biologie médicale, donc dans plusieurs BTS. J'interviens également dans les BTS de diététique où j'enseigne donc la biochimie métabolique. J'ai été aussi directeur de classe préparatoire, donc c'est la filière PASS-LAS à Lyon. Je suis également ancien maître de conférence au sein de l'Université catholique de Lyon. Et du coup, je serai chargé donc de faire le lien entre le chat et les interlocuteurs afin de relever donc toutes vos interrogations et de poser donc toutes les questions à nos différents interlocuteurs. Donc ensuite, je vais vous présenter donc Muriel Girard. Donc Muriel, je te laisse te présenter pour notre auditoire. Oui, alors je suis enseignante de français depuis plus de 30 ans, responsable des orthophonistes et des psychomotriciens chez Valetudo. Je suis aussi spécialiste du parcours paramédical, c'est-à-dire aussi bien je me suis occupée des orthophonistes, des psychomotriciens, des infirmiers chez Sésame, puis Galien et maintenant Valetudo. J'interviens aussi dans des classes en BTS où d'ailleurs nous travaillons ensemble avec Jean-Baptiste. Et puis, je suis enseignante aussi à l'université. J'ai fait 30 ans à l'université, Lyon 2 et Lyon 3, en français, en grammaire, linguistique, pour les concours professorat des écoles notamment. Super, merci Muriel. Et enfin, je vous présente du coup Adrien, qui est donc étudiant en école de psychomotricité à Toulouse. Donc Adrien, je te laisse nous dire quelques mots sur toi également. Alors, bonjour, moi je m'appelle Adrien Besse, je suis lyonnais de base et j'ai fait ma prépa au cours Galien à Lyon pour une reconversion professionnelle. À la base, j'étais monteur vidéo et j'avais quelques expériences dans le domaine de l'aide et du soin. Et donc, ça a convergé en fait vers le métier de psychomotricien, cette réflexion de reconversion professionnelle. Et donc là, cette année, je suis en 3e année de psychomotricité à Toulouse. Voilà, et donc du coup, Adrien, tu nous parleras de l'intérêt également de la remise à niveau. Donc toi, c'était pour une reconversion, mais ça peut être aussi intéressant même pour un bachelier, j'imagine. Oui, que ce soit, en effet, ouais, pour un bachelier ou pour une reconversion pro. En fait, l'idée, c'est d'être à jour sur certains points afin d'être sélectionné dans ces écoles qui sont quand même, je le rappelle, très, très sélectives. Sur Parcoursup, il y a quand même beaucoup de demandes dans toutes les écoles de France. Et donc, vu qu'on ne sait pas vraiment comment fonctionne l'algorithme sur Parcoursup, comment il sélectionne exactement, quels sont les critères, l'idée, en fait, c'est de mettre en œuvre tout un tas de choses pour avoir un dossier le plus complet possible et le plus intéressant pour la sélection. Donc, voilà. Ouais, parce qu'il n'y a pas vraiment de concours, en fait, pour intégrer ces études. Alors, il y a plus de concours depuis quelques temps, en effet, même si maintenant, ils ont… Alors, moi, j'ai été la première année où ils ont mis en place un concours à l'oral. Okay. Mais disons, avant le concours à l'oral, il y a quand même une présélection qui se passe sur Parcoursup. Et c'est justement cette présélection-là qui est algorithmique, en fait, parce que finalement, on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne.
où là, eh bien, ça va être un peu le hasard entre les expériences professionnelles, personnelles, les notes du baccalauréat en français, en notes scientifiques, quel est notre parcours professionnel. Et en fait, tout ça va faire partie de tout un tas de données qui vont être lues et sélectionnées par les jurys. Donc, voilà. Ok, super, merci beaucoup. De toute façon, on aura l'occasion de revenir s'il y a d'autres questions par rapport à cette intégration au niveau des écoles et peut-être avoir différents points de vue. Donc, par exemple, pour un étudiant qui serait en reconversion, qui est déjà engagé dans les études supérieures, ou alors un élève qui est lycéen, savoir en fait peut-être quelle stratégie il faudrait mettre en place et peut-être à quel moment dans l'année. Donc là, on va aborder tout d'abord donc le métier de psychomotricien. Donc je vais redonner la parole à Adrien. Donc on va vous présenter un petit peu le métier d'une manière générale. Quel est son champ d'action? Donc les études, comment elles sont découpées? Quel est le niveau un petit peu de ces études et quelles sont les qualités requises afin que vous puissiez en fait réfléchir sur est-ce que ce métier est bien fait pour moi ou pas. Donc, je te laisse nous présenter le métier, Adrien. Allez, c'est parti. Bon, je vais faire ce que je peux un peu. Alors bon, le psychomotricien, donc qu'est-ce que je peux dire? Alors déjà, c'est un professionnel paramédical, qui est spécialisé en fait dans l'évaluation, premièrement, et dans la rééducation des troubles du développement psychomoteur. Ces troubles du développement psychomoteur, ils peuvent être présents, dès la naissance, chez l'enfant, chez l'adolescent, chez l'adulte ou chez la personne âgée. Le psychomotricien, il intervient, sur les indications et sur le contrôle médical. Comment je peux parler un peu plus de ces troubles psychomoteurs? Pour les troubles psychomoteurs, je peux vous envoyer, je vous invite à voir fortement, la définition de Agiru-Guerra sur le trépied symptomatologique du trouble psychomoteur pour en savoir davantage. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le psychomotricien, donc, il évalue ces troubles psychomoteurs, il les rééduque, hem, et donc en fait, il aide en fait à, concrètement, il aide en fait le patient à mieux maîtriser son corps et à réguler ses comportements. Voilà, quel que soit en fait le champ et le type de trouble, qui est là. Ok. Il peut intervenir dans différentes structures. Il peut intervenir en libéral, en cabinet privé, en maison de santé ou en institution, médico-sociale, hôpital, gériatrie, pédiatrie. Heu, voilà, sur ce que c'est que le métier de manière un peu générale. Ok. Heu, Et au niveau des études, il y a quels sont les différents modes d'accès pour ces études en France? On va rester sur la France pour cette session. il il y a qu'une manière d'exercer la profession de psychomotricien en France, c'est d'avoir un diplôme d'État. Ok. Donc un diplôme d'État sur 3 ans d'études. Voilà, il n'y a pas de possibilité de faire par exemple, de validation d'acquis ou ce genre de choses. C'est uniquement en rentrant, par ces formations, officielles qui délivrent, ce diplôme d'État. Ok. Et après ces 3 ans, est-ce que, comme d'autres spécialités, je pense aux infirmiers, il y a moyen de continuer avec des spécialisations plus poussées ou ce sera plutôt de la formation continue, mais il n'y a pas vraiment de diplôme ou d'école qui permettent de prolonger? Alors, l'avantage avec je fais de la pub pour mon université, à Toulouse. L'avantage, c'est qu'en fait, Toulouse, depuis mon année, en fait non, depuis l'année d'avant, ils ont mis en place, en fait, une licence qui s'appelle, licence sciences pour la santé. Et en fait, l'idée, c'est d'être formé à la fois pour le diplôme d'État, donc en 3 ans, Ok. avec la licence sciences pour la santé. L'avantage, c'est quoi? C'est d'avoir une licence en poche et de potentiellement poursuivre vers un master pour, se perfectionner. Donc dans ces cas-là, on devient psychomotricien généraliste.
le diplôme d'État. Et on peut poursuivre avec une spécialité en neurosciences, en TCC, en d'autres types d'études supérieures. D'accord. Et c'est ce que tu penses faire ou pas, du coup, toi? Alors, c'est ce que j'aurais aimé faire. Ok. Et vu que je suis en reconversion pro et que je ne peux pas rester éternellement étudiant, j'ai besoin quand même de travailler. Donc, je pense plutôt me former via des DU, en fait, pour me spécialiser dans dans certains troubles, dans certaines techniques. Mais ça sera des formations complémentaires, quoi. Ça sera pas vraiment des masters à proprement parler, quoi, parce que ça D'accord. prend beaucoup de temps. Ok. Et quand tu parles de technique, du coup, en termes de concret pour le métier, qu'est-ce que tu entends par technique? En fait, c'est des médiations, c'est des techniques, qui peuvent être efficaces pour certains troubles du neurodéveloppement. Heu, Ça peut être, des outils qu'on met en place en tant que psychomotricien, en tant que soignant pour se perfectionner dans la rééducation, et donc il y a plein de formations, pour, s'adapter, je ne sais pas moi, sur les habilités sociales avec des enfants atteints de troubles du spectre de l'autisme. Ça peut être, par exemple, des formations sur l'imagerie motrice, pour travailler avec, des troubles, du développement de la coordination ou, du trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. En fait, c'est plein d'outils qu'on va rajouter dans notre caisse à outils et qui vont Ok. pouvoir nous perfectionner. Et de toute façon, il y a un devoir légal qui va être mis en place, enfin qui est déjà mis en place. Un psychomotricien est dans l'obligation de se former, au fur et à mesure de sa carrière pour, déjà pour être à jour des avancées scientifiques tout simplement parce que, avec la classification, des différentes pathologies, des différents troubles, les choses avancent, les techniques avancent, les recommandations, nationales, avancent et du coup, le psychomotricien doit se mettre à jour et donc pour se mettre à jour, il doit faire, des DU ou d'autres formations, diplômantes, voilà. Ok. Et du coup, selon toi, quelles sont les principales qualités pour pouvoir exercer ce métier? Ou quels sont, entre guillemets, peut-être les traits de caractère aussi qui seraient rédhibitoires ou tu conseillerais à une personne peut-être de ne pas s'engager dans cette voie voilà. Mmh. C'est un métier où on est confronté quand même à une large population, avec différents problèmes, avec aussi beaucoup de comorbidités, donc je dirais que déjà, il faut avoir une qualité d'écoute pour commencer. Alors une vraie qualité d'écoute, hein, une écoute active, une écoute, approfondie. Faut être patient, faut être patient, parce que la rééducation, ça avance, mais des fois ça rechute et ça recommence. Il faut se remettre en question, faut reprendre, par d'autres chemins. Donc la patience, l'écoute, la patience, bon après voilà, c'est des qualités, ouais, c'est des qualités relationnelles, des qualités humaines, hem, La qui créativité? la créativité évidemment puisqu'en fait il faut savoir rebondir, il faut savoir s'ajuster, il faut savoir adapter les consignes, adapter les exercices, pour pouvoir avancer, la créativité. Et puis je dirais aussi quand même une certaine curiosité, ne serait-ce que dans certaines pathologies rares où on n'est pas forcément, à jour et il faut, être, en capacité, de se renseigner et de répondre, aux symptômes, aux problématiques. Donc, avoir voilà cette curiosité pour s'informer, pour se mettre à jour, et pour essayer de comprendre en fait, et d'être finalement au plus près, du patient. Parce qu'on fait vraiment en fait un soin, individuel quoi. Ok, Voilà. super, merci beaucoup. Alors, on va aborder un petit peu les différentes donc, matières qui sont traitées donc, dans les études de psychomotricien. Donc, c'est assez général. On n'a pas ciblé enfin, on n'a pas ciblé précisément une école. Mais donc, voici la liste des différents modules. Du coup, lequel d'entre vous veut les présenter?
Adrien, ça te Euh, va? Je te ouais, laisse ouais, ouais. la parole. Alors, les modules, d'accord. Donc, je lis en même temps le diapo que vous. Donc, matière de première année. Ok, stage de 15 jours en crèche. Oui, effectivement, oui. Oui, c'est vrai qu'en première année, en fait, l'idée, c'est de faire du lien entre le stage en crèche ou en école maternelle, donc petite, moyenne, grande section. L'idée, c'est de faire du lien avec ce qu'on a vu en cours général. Donc, la première année, c'est vraiment une année générale où on voit les grandes notions. Les notions en anatomie, les notions en psychologie, en psychomotricité. L'idée, c'est vraiment de comprendre le corps humain dans son entièreté. Donc, c'est pour ça que c'est assez intense, c'est assez riche parce qu'on découvre plein de nouvelles matières finalement. Donc d'ailleurs, c'est pour ça que, bon, pour ceux qui ont la chance de faire une prépa avant, bah, c'est pas plus mal parce que ça nous permet un peu de pas trop ramer, quoi. Donc là, je vois, donc ouais, je rajouterais d'ailleurs biologie parce qu'en fait, il y a quand même pas mal de notions de biologie. Moi, j'ai mis de côté un petit peu les quelques matières qu'on peut retrouver en première année. Il y a la biologie fondamentale, embryologie génétique, par exemple. Voilà, ça c'est des notions, par exemple, qu'on voit en prépa. Mm. Après, oui, donc anatomie, bon, ben ça, effectivement, anatomie générale. Ça, c'est un gros morceau. C'est quand même un assez gros morceau parce que moi, je m'attendais pas à autant autant de contenu. C'est très complet. Bon, après, c'est super intéressant, hein. Hem, Psychomotricité, bah, c'est les grandes notions avec un peu d'histoire aussi sur la psychomotricité. Psychologie et neuropsychologie. Alors la neuropsychologie, pour le coup, on le voit, davantage en deuxième année, même si on en parle un peu en première année. Hem, Physiologie et neurosciences. Alors physiologie, oui, et neurosciences, hem, j'essaie de voir par rapport aux cours de première année. Hem, Oui, je précise qu'en fait, chaque école a ses particularités. Hein, il n'y a pas une oui, école qui suive le même profil. Là, ce sont en tout cas les modules qui doivent être retrouvés dans toutes les écoles et qui sont reconnus au niveau national. Et après, chaque école adapte avec, bien évidemment, sa vision du métier. Non, donc ça, ce sont les grands modules qui sont obligatoires et que l'État a imposé à toutes les écoles d'orthophonie. Et après, elles font aussi leur propre cuisine et leur propre adaptation. Ok. oui, et je rebondis sur le fait qu'effectivement chaque école a un petit peu sa vision, de la psychomotricité et de l'enseignement de la psychomotricité. Donc, c'est vrai que la répartition, des matières peuvent se faire, différemment. Je sais que nous, à Toulouse, on est, davantage axé heu, sur les neurosciences et les tests standardisés, qui servent en fait d'évaluation en psychomotricité. Heu donc oui, tout à fait. Mais en tout cas, oui, ces modules, effectivement, on les retrouve à Toulouse, en tout cas. Ouais. Ok. Et donc là, on vous a mis également donc la troisième année, donc vous retrouvez des stages. Donc vous voyez quand même, c'est une formation où il y a quand même beaucoup de stages. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est Ouais, retrouvé dans toutes les écoles ou pas? je pense que oui. Je pense que les stages, c'est quand même, un passage obligatoire, formateur, et nécessaire, en fait, pour le diplôme d'État. Hem, Il n'y a Après qu'en au niveau première année où du coup, ce sera sur la petite enfance, obligatoire, c'est ça? c'est alors, je sais pas si c'est partout pareil. En tout cas, oui, nous, à Toulouse, Oui. c'est obligatoire sur la petite enfance. Ok. Après, la deuxième année, on a un stage, où en fait l'idée, c'est vraiment de partir un peu à l'exploration des différentes, structures. Moi, par exemple, j'ai travaillé en institut déficience sensorielle, auditive et visuelle. Hem et donc là, on va commencer un petit peu à aborder les notions de bilan,
les notions un peu de sémiologie qu'on voit en cours pour faire un peu du lien avec les pathologies et puis ce qu'on voit en cours. C'est vraiment un stage, la deuxième année, c'est un stage où on va commencer un peu à se mettre dans le bain auprès d'un psychomotricien ou une psychomotricienne. On va commencer donc c'est plus un stage d'observation, même s'il y en a qui nous encouragent à nous mettre un peu dans la pratique. Et puis la troisième année, voilà, c'est vraiment le stage professionnalisant, où là, on commence dès le mois d'octobre jusqu'à fin juin, début juillet. Et là, on va vraiment travailler, quoi. On va suivre des patients, on va faire des bilans, on va faire des restitutions de séances avec des parents. Euh, donc, euh, donc oui, c'est vrai que c'est un peu crescendo en termes de responsabilité, quoi. Et on fait de plus en plus de liens avec la connaissance acquise, quoi. Ok. Et du coup, est-ce que brièvement, tu peux nous expliquer comment se passent donc les épreuves du diplôme d'État et comment en fait les années précédentes sont validées, comment ça se passe? Alors, on sait que du coup, ce que tu vas nous présenter, c'est plutôt propre à Toulouse, mais c'est Oui, pareil, pour un diplôme d'État, il y a quand même, c'est assez harmonisé normalement au niveau oui, national. oui, oui. Alors, bon, concernant la licence sciences pour la santé, parce que en fait, même si c'est 2 formations à part, elles sont quand même entremêlées, parce qu'il y a des notions en psychomotricité qu'on retrouve en LSS. Heu, Concernant la licence, on est sur, des modalités de QCM, Ok. principalement avec, je crois, en anglais, si je dis pas de bêtises, un travail écrit, un travail rédactionnel. Et concernant les unités d'enseignement métier propres à la psychomotricité et donc propres au diplôme d'État, on a des contrôles, continus, des épreuves écrites, notamment en psychologie, en psychomotricité évidemment, ça peut être sous forme de QCM aussi, de questions courtes, des épreuves, oraux avec, par exemple, des dossiers patients, à défendre, à expliquer, quelques questions ouvertes sur des techniques, voilà, on a un peu différents types de modalités. On a aussi des évaluations sur des, travaux de groupe, des présentations de groupe, en classe, des exposés, des propositions, de séances. Donc c'est assez varié les types, d'évaluation. On a quelques contrôles continus. Et puis, la fameuse mise en situation professionnelle en dernière année, qui là est en fait, l'épreuve phare, où finalement on va, donc la MSP se passe en plusieurs étapes, donc, on va être évalué, dans une enfin, avec un psychomotricien au hasard, devant un vrai patient et on va devoir, être évalué donc sur la passation des tests standardisés. Donc on va faire les tests pendant, 3/4 d'heure, 3/4 d'heure, 1 heure, selon et on va être évalué sur notre capacité, en fait, à évaluer, à faire le test, à passer les bilans, à adopter les consignes. Ensuite à coter, les résultats, à les interpréter, à rédiger en fait un bilan et ensuite ce bilan, on va devoir le défendre et le comment dire? L'argumenter, devant un jury, composé de trois quatre jurys, donc un psychomotricien, ça peut être un médecin, un psychologue, une autre profession du paramédical et en fait, on va avoir accès au dossier patient, donc à l'anamnèse du patient et là, en 20 minutes, on va devoir, faire le lien entre ce qu'on a vu, dans la séance de passation de test, les résultats qu'on a interprétés et le dossier patient et on va devoir du coup, proposer une séance type, proposer un diagnostic, voilà, voilà. Super. Donc ça, c'était pour la MSP. La MSP et on a le mémoire évidemment de troisième année. Le Ok. mémoire avec la soutenance de mémoire, donc ça aussi c'est, l'épreuve phare aussi. Voilà, on a aussi un dossier technique à rendre aussi, un dossier technique à rendre écrit en deuxième année, ce qui nous prépare un peu qui sont un peu les prérequis du mémoire où on nous avance un peu sur le travail de recherche,
des articles scientifiques. Voilà. J'ai peur d'oublier quelque chose, mais voilà, on est quand même beaucoup évalué. Voilà. Ça marche. Donc, du coup, voilà, on peut rajouter que voilà, selon les écoles, il y a des enseignements optionnels qui peuvent être rajoutés, donc, comme l'anglais. Donc, ça, c'est pareil, ça dépendra du coup du groupement que vous allez Oui. Tout à fait. Et Muriel, elle vous en parlera plus en détail quand on abordera du coup les différentes écoles avec, c'est pareil, les différentes conditions d'admission par école. Donc, si on fait un petit peu une synthèse aussi des qualités donc, qui sont nécessaires pour le métier, donc on a mis faculté d'écoute. Donc, Adrien a Oui. bien insisté sur le côté donc d'écoute active, des capacités d'adaptation, parce que on peut dire que chaque patient ne se ressemble pas, qu'il faut prendre en compte chaque information qu'on nous donne. Donc, ça rejoint un petit peu la mise en situation professionnelle que tu évoquais juste avant, avec la Oui. passation des tests plus l'anamnèse. Donc là, il y a quand même un travail de synthèse et de raisonnement à avoir. Bien sûr, de la patience et de l'empathie. Donc, c'est pareil, Adrien a pu l'illustrer par le fait que certains patients ont des rechutes, malgré le fait que des fois, les résultats sont bons. Et puis, d'un coup, il y a une régression, une rechute. Donc, il faut être persévérant et persister. De l'imagination, de la créativité, de l'autonomie et de l'auto-évaluation et de la curiosité intellectuelle. Qui se traduit voilà, parce que par le fait qu'on est donc dans le secteur de la santé, donc ça c'est le fait que la recherche avance, les données s'accumulent, on a une meilleure compréhension, une meilleure appréhension d'un certain nombre de pathologies, et du coup, il faut être capable de se former, de continuer à se former par soi-même pour être toujours, j'allais dire, en phase avec les découvertes les plus récentes. Oui. Donc, en ce qui concerne les intérêts d'une remise à niveau, donc on a déjà commencé un petit peu à en parler. Est-ce que Muriel, tu veux nous dire voilà, quels seraient les avantages d'une remise à niveau et peut-être Adrien compléter avec ton expérience personnelle? Bien sûr, oui. Alors, bien évidemment, que l'on sorte du bac, que l'on soit en reconversion ou en réorientation, il est bien évident qu'il est nécessaire de réactiver ses connaissances, de les approfondir aussi, et c'est le but d'une remise à niveau, véritablement. Donc, on travaille les bases scientifiques nécessaires, comme l'a dit Adrien, à débroussailler un petit peu les connaissances que l'on va vous demander d'avoir en première année, avec le vocabulaire médical, l'étymologie, avec bien évidemment aussi tout ce qui touche à la biologie, à l'anatomie et à la physiologie. On va commencer à vous donner des bases qui vous permettront d'être à l'aise dès la première année, et au moins de moins peiner, et surtout de ne pas mettre aussi votre première année à mal, parce que vous avez des étudiants qui arrêtent en cours d'année parce qu'ils n'ont pas ces compétences, ces connaissances, et je pense qu'Adrien a dû en voir aussi durant son parcours. On va travailler aussi sur les capacités. Oui, pardon. Petite question, c'est le taux on va dire, d'échec en première année, il est de quel ordre? Parce qu'on voit qu'on va en parler après, mais on sait que l'accessibilité est déjà difficile. Donc, normalement, on peut estimer qu'un tri a été fait, mais quelles sont un peu les conséquences de ces échecs? Ce que je peux dire, c'est que sur la troisième, moi, en première année, sur une promotion de 50 étudiants, il y en a 2 ou 3. Je crois qu'il y en a 2 ou 3 qui sont partis. Bon, après, les raisons sont multifactorielles, mais en tout cas, oui, ce qu'on peut ressentir un peu en première année, c'est que il y a quand même une bonne demande et une bonne charge imposée, quoi. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de nouvelles notions, et pour les emmagasiner, pour les comprendre, pour les digérer, il faut du temps, et il faut de l'investissement. Donc il y a certaines personnes qui peuvent se décourager, d'autres qui s'accrochent au contraire. Mais voilà, moi, en tout cas, en première année, il y a 2 personnes, 2-3 personnes qui sont parties. Ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, la tendance a augmenté depuis ton entrée en école. Et c'est vrai qu'on le voit avec Parcoursup. Beaucoup de gens sont sélectionnés dans certaines écoles sans euros,
hein, ce qui n'est pas le cas à Toulouse, par exemple, où il y a un oral. Et ils ne peuvent pas, les écoles ne peuvent donc pas véritablement se confronter à la réalité, j'allais dire à la fois psychologique et scolaire de l'étudiant. Et ce qui fait qu'il y a des écoles maintenant qui ont beaucoup plus de pertes qu'avant. C'est-à-dire que les nouvelles premières années, il peut y avoir selon les, bien évidemment, les écoles, puisque vous avez des écoles qui sont à 20, vous en avez d'autres qui sont à 80 ou plus. Il faut savoir qu'il peut y avoir jusqu'à une dizaine de personnes qui arrêtent maintenant dès la première année. Ok. Du coup, Donc, ouais, je te laisse continuer du coup, Marielle. d'accord. Donc, les capacités de synthèse. Alors, ces capacités de synthèse, Adrien vous en a parlé. Elles sont nécessaires, bien évidemment, pour la réalisation des bilans. Chaque patient, après avoir fait ses tests, a un dossier qui est ouvert auprès du psychomotricien, que le psychomotricien va remplir au fur et à mesure des séances. Et pour cela, il faut un esprit de synthèse qui est primordial, de même que quand le psychomotricien va correspondre avec un psychologue, avec un pédopsychiatre, avec un confrère quel qu'il soit, pour partager ses connaissances. Il faut cet esprit de synthèse impérativement. Donc, cet esprit de synthèse est aussi présent lors des oraux, au travers du résumé et au travers de l'analyse d'un document. C'est ce que nous voyons donc aussi en école et c'est ce qu'a vu aussi Adrien, bien évidemment. Et on apprend bien évidemment dans ces études la rigueur dans le travail personnel, la méthodologie qui vous serviront aussi en première année. Et puis, bien évidemment, pour votre avenir, on va travailler la langue. Je vais vous faire acquérir aussi des connaissances en vocabulaire. Adrien s'en souvient. Oui. Je vois son sourire. Voilà, encore un traumatisé. Donc, on va travailler sur le vocabulaire de manière à gagner en précision, en concision. Et puis, parce que le jour de l'oral, le jury, il veut que vous utilisiez des mots précis. Il veut que, au travers de votre résumé, vous ayez une richesse de vocabulaire qui montre déjà votre maturité et votre connaissance. Et puis, bien évidemment, on va aiguiser aussi votre curiosité pour l'analyse synthétique, pour aussi la formation à tout âge, au travers du suivi d'actualité sanitaire et sociale, au travers aussi de l'éthique, de certains points aussi juridiques qui concernent le métier de psychomotricien, afin que vous ayez déjà des notions, des bases dans tous ces domaines. Super, merci Muriel. Alors là, on va vous présenter donc l'intérêt de la remise à niveau. Donc en fait, l'intérêt de la remise à niveau, donc Muriel a déjà commencé un petit peu à en parler, c'est tout ce qu'on va nous aborder. Donc là, on va juste vous présenter le contenu et après, on vous présentera un peu les différentes modalités qu'on peut vous proposer, dans comment on va vous transmettre ce contenu. Tout à fait. Donc, le but, c'est véritablement d'avoir une préparation qui soit complète, c'est-à-dire qui vous forme à la fois aux attentes de la première année, de manière à ce que vous ne ratiez pas votre première année, mais aussi que vous soyez sélectionné, que votre dossier soit sélectionné via Parcoursup, et puis, bien évidemment aussi, pour que vous soyez sélectionné à l'oral quand il y a oral, si vous choisissez les filières, les écoles où il y a un oral. Donc, notre but, c'est tout d'abord
bien évidemment, de vous donner les connaissances sur le métier, avec des connaissances un petit peu théoriques, mais aussi pratiques. Il y aura des étudiants des différentes écoles qui apporteront leur témoignage, comme aujourd'hui Adrien. Il y aura aussi de mes anciens étudiants qui sont aujourd'hui psychomotriciens, qui viendront en parler, de manière à ce que vous ayez une vision complète et puis des approches différentes selon les écoles. Parce que les témoignages d'Adrien est intéressant parce que Toulouse se différencie avec cette licence complémentaire, et dans d'autres, eh bien, ce seront des spécialisations beaucoup plus, qui seront différentes et qui seront plus pointues en termes d'approche, comme la balnéothérapie, par exemple, en 3e année, qui n'existe pas obligatoirement comme spécialisation par rapport à Toulouse. Et est-ce qu'il ne serait pas, du coup, plus stratégique de faire comme Adrien, de choisir forcément une école qui propose une licence complémentaire? J'allais dire que ça dépend ce qu'on veut faire. Ok. Dans le sens où si l'on est attiré par la recherche, bien évidemment, avoir une licence complète, parce que il y a bien sûr 3 ans d'études en psychomotricité, mais qui sont reconnus comme Bac+2. Je tiens à le préciser. Alors qu'avec la licence, c'est ce qui se passe à Toulouse, obligatoirement, ils sont reconnus Bac+3. Donc, automatiquement, ça permet d'accéder plus facilement à la recherche. Ok. Et d'enchaîner sur un master, même si maintenant, avec les autres écoles de psychomotricité, on y arrive aussi. Donc, ce n'est pas forcément un critère, ça? Non, c'est pas, ça peut être un plus, on va dire, mais ça n'est pas une obligation. Okay. Hein? Et puis, on va aussi travailler la culture générale, l'actualité, comme je le disais, parce qu'il faut avoir cette curiosité, parce qu'aussi les textes qu'on vous demande de résumer ou de travailler à l'oral sont tirés de l'actualité sanitaire et sociale. Et, on va travailler la biologie, pour l'oral, parce que vous pouvez tomber sur des textes qui ont une portée, une visée biologique, d'autres qui auront une portée beaucoup plus philosophique ou sociologique, et puis avoir les connaissances pour affronter la première année. Et on aborde aussi les connaissances des métiers connexes, c'est-à-dire que je fais venir de mes anciens étudiants qui sont orthophonistes, qui sont infirmiers, qui sont dans le social, et qui vont vous parler aussi de cette connivence, complicité, j'allais dire, capitale dans les services entre l'orthophoniste et le psychomotricien, entre l'orthophoniste et l'infirmier et le psychomotricien. En fait, cela dépend en fait des structures où vous allez intervenir. Il est bien évident que si vous êtes dans un service de grands traumatisés, vous allez travailler avec le spécialiste des neurosciences, mais aussi avec l'orthophoniste, mais aussi avec parfois le graphothérapeute qui va permettre de rééduquer la tenue du stylo, etc. Et avec l'infirmier qui sera là aussi dans le soin quotidien. Donc en fait, c'est tout cela, c'est cette vision d'ensemble des autres métiers que nous allons bien évidemment voir, l'ergothérapeute aussi avec ses spécialités et ses spécificités. Et puis, il y a Parcoursup. Parcoursup, c'est le gros morceau. On l'a vécu avec Adrien. C'est quelque chose de primordial. Il faut d'abord passer la barrière des algorithmes. Cette barrière des algorithmes, elle s'échafaude d'abord grâce à vos notes que vous avez eues avant. Bien évidemment, pour le baccalauréat, pour vos années supérieures et pour votre préparation. Donc, plus vos notes seront meilleures chez nous, mieux ce sera, parce que cela permettra notamment de rattraper certaines notes un peu faibles
dans certaines matières et ça permettra aussi de rassurer les écoles qui vont vous recruter. Nous allons aussi travailler avec les mots-clés, puisque les algorithmes vont rechercher dans votre présentation les mots-clés que vous avez utilisés dans votre dossier Parcoursup. On les avait avec Adrien et il fallait les mettre, je me souviens d'Adrien qui les cochait au fur et à mesure et qui les mettait dans les différentes parties de Parcoursup. Donc, ces mots-clés, ils permettent là aussi aux algorithmes de réagir et de sélectionner votre dossier. Donc ça, c'est primordial et c'est un accompagnement sur le long terme. On commence à travailler Parcoursup à partir du mois de décembre et nous allons faire un accompagnement sur le rédactionnel. Bien, moi, je suis professeur de français. J'ai un master de français, donc je vous corrigerai sur l'orthographe, sur la synthèse, votre esprit de synthèse, parce que Parcoursup, c'est en un nombre voilà, de caractères qui sont très réduits. Il faut aussi l'utilisation d'un bon vocabulaire, une mise en valeur de vos expériences et on le travaille vraiment de concert. C'est ce qu'on avait fait avec Adrien. C'est vraiment un travail individuel. Je travaille sur chacun des dossiers et j'essaye de tirer le meilleur parti de tout ce que vous avez pu faire. Et puis, je vais vous demander, et Adrien a fait la même chose, un engagement. Alors, cet engagement, il sera d'abord un engagement individuel. Je vais vous demander de faire au minimum 2 stages durant l'année. Le premier stage étant plutôt en cabinet de psychomotricité. Le second en stage, le second stage, pardon, en service. En institution notamment, donc ça peut être dans un service de traumatologie et réadaptation, dans un service de cancérologie, dans un service de néonatologie, parce que les psychomotriciens interviennent aussi en néonat, mais aussi je vais vous demander en maison de retraite, etc., donc de varier les expériences. Il y a 2 stages minimum, donc de 2 semaines, qui sont compris dans notre formation, mais je souhaite que vous fassiez des petits stages perlés pour aller voir aussi d'autres choses à d'autres endroits. Plus vous avez de stages, plus vous avez d'expérience et mieux c'est. Et puis, bien évidemment, je vais aussi vous demander de vous investir sur le long terme auprès d'une association. Alors, Adrien, lui, il l'avait déjà, c'est ce qu'il nous a dit, il l'avait déjà avant d'intervenir en école. C'était la même association qui me tient à cœur, l'AEVE, Autisme Espoir vers l'école, où Adrien, toutes les semaines, allait 1h30 au chevet d'un enfant autiste pour participer à son évolution psychomotrice grâce au jeu. Et là aussi, c'est vraiment un plus dans votre dossier, hein, de pouvoir montrer que vous avez compris, parce que le psychomotricien se sert du jeu, que vous avez compris que grâce au jeu, on pouvait faire évoluer un enfant, lui permettre d'oraliser, lui permettre de développer ses compétences, qu'elles soient cognitives, gestuelles, langagières, grâce à ce jeu. Et puis aussi, je vais vous demander de faire des engagements de groupe. Alors, je ne me souviens plus ce qu'on avait fait à ton époque, Adrien. Tu nous en parleras d'ici 2 secondes. Personnellement, avec les étudiants cette année, on a fait un accompagnement. Donc, ils ont travaillé, ils ont fait de la créativité pendant plusieurs semaines, de manière à vendre leurs objets, décorations de Noël, au profit de l'association Arc-en-Ciel,
qui permet de réaliser les vœux d'enfants gravement malades. Donc, ils ont recueilli 1 400 € de manière à pouvoir réaliser la rencontre d'un enfant avec un sportif, un rugbyman, un joueur de foot, mais aussi pouvoir rencontrer leur chanteur favori, pouvoir faire un vol en avion, etc. Donc, ça a permis d'augmenter la cagnotte et de favoriser ces rêves d'enfants. Et puis, leur deuxième projet, ça a été l'accompagnement de personnes âgées dans la créativité au moment du carnaval. Donc, ils sont allés dans une maison de retraite. Ils ont peint, décoré, aidé à peindre, à décorer des masques pour les personnes âgées, des éventails. Et ça a tellement bien marché, ça a tellement bien pris que la direction a décidé d'organiser un défilé au moment du carnaval, défilé des masques et des éventails avec les personnes âgées qui étaient donc masquées, déguisées, et ça a véritablement eu un succès extraordinaire. Et puis, nous allons aussi vous demander un engagement au travers de la certification Voltaire. Adrien le sait, il l'a vécu aussi. C'est très important de maîtriser le français parce que l'écrit chez vous est primordial jusqu'à la fin de vos années déjà, et puis après dans votre formation permanente et dans votre quotidien avec la rédaction des bilans. Donc, nous vous offrons la possibilité de travailler la certification Voltaire et d'avoir une certification reconnue au niveau national. Tout au long de l'année, vous allez, en parallèle de mes cours, travailler cette certification. À la fin de l'année, vous aurez une évaluation qu'Adrien avait passée avec une petite dictée et surtout des questions sur tout votre parcours, votre travail durant l'année sur la certification Voltaire, et vous aurez donc un diplôme en bonne et due forme reconnu au niveau national. Quant à toi, Adrien, tu as peut-être des souvenirs justement sur tout ce que tu avais fait cette année? Oui, pour rebondir sur l'engagement citoyen de groupe là, moi c'est vrai que ce qui m'avait intéressé dans ce projet-là, c'était moi je voulais partir à la rencontre de populations auxquelles, voilà, j'avais pas trop, pu vraiment fréquenter. Donc je suis allé en gériatrie, je me suis composé d'un petit groupe. On avait eu le contact avec une collègue en fait, où on pouvait en fait intervenir, heu, dans une maison de retraite. Et en fait, on a, proposé des ateliers de groupe. Donc, il y avait un premier atelier plutôt de construction, de motricité fine, de découpage, de collage, de pliage, avec un groupe, de personnes, et un autre atelier plutôt, mmh, atelier mémoire, où en fait l'idée c'était de faire discuter en groupe, des expériences du passé. Il y avait aussi un petit moment de lecture aussi, où on se posait des questions, où on rebondissait, avec des jeux d'adresses, sur les prénoms. En fait, voilà, l'idée c'était un petit peu de se confronter à cette population-là, et puis de toucher un peu du doigt, le jeu, et puis le lien qu'on peut avoir entre des personnes âgées, et puis nous, quoi. Voilà. Donc ça, c'était super, je me souviens. C'était un bon, heu, c'était un bon souvenir, et en plus, ça nous a permis un peu de nous solidariser entre étudiants. Donc ça, c'était chouette. Le projet Voltaire, ça peut faire peur comme ça, mais en fait, c'est vachement ludique parce que le logiciel est assez bien fait, je trouve, avec plein d'exercices où on voit tout de suite nos erreurs, on peut se corriger, on peut répéter. Je trouve que c'est assez bien fichu ce logiciel, pour être honnête, et on peut progresser assez rapidement. Bien sûr, si on s'y met, mais bon, ça, c'est comme tout, mais n'empêche que voilà, c'est fait pour que ça soit simple d'utilisation. Donc ça, j'ai bien aimé. Et puis voilà, et puis oui, après, effectivement, les stages, ça, j'ai envie de dire,
c'est un passage obligé, de toute façon, dans la sélection, parce que vous imaginez bien que sur, je sais pas moi, 2 300 candidatures, ils en prennent 50. Bon, en fait, ils vont, sélectionner, aussi, les plus motivés, les plus intéressés et comment on montre la motivation, comment on montre ça? C'est pas forcément avec une bonne moyenne en sciences ou en français. C'est aussi avec des activités personnelles, des stages, des rencontres et ça pour le coup, la prépa soutient bien, cette partie-là, quoi. Donc pour le coup, c'était bien. Moi, j'avais rencontré deux psychomotriciennes en libéral et en fait, c'est pas plus mal parce que mine de rien, ça affine un peu finalement, ce qu'on aime faire ou ce qu'on n'aime pas faire dans la psychomotricité, parce que c'est tellement, en fait, une discipline assez large qu'au travers de ces stages-là, on se dit: «Ah tiens, là, j'irai pas. En revanche, pour ce stage-là, ça m'intéresse, pourquoi pas, quoi?» Donc c'est, une manière un peu de commencer, voilà, à découvrir, ce métier-là. Ça, j'avais vachement aimé cette partie-là, de la prépa, ouais. Ouais, ouais. Super, merci. Alors, on va avancer donc sur les différentes écoles dans lesquelles vous pourrez donc candidater sur Parcoursup afin de réaliser vos études de psychomotricité. Donc, deux types d'écoles, une majorité d'écoles publiques et quelques écoles privées. Qu'est-ce qu'on doit retenir, Muriel, en fait, sur ces deux types d'écoles? Est-ce qu'il y a des grandes différences ou c'est pareil? Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne comme message principal? Alors, le message principal, c'est que les écoles publiques, comme leur nom l'indique, elles pratiquent des prix d'université. Hein. Donc, ça veut dire que financièrement, elles sont plus abordables. Ok. Voilà, c'est une évidence. Après, certaines, malheureusement, ont de tout petit numerus clausus. Donc, en fait, on a des écoles qui peuvent aller de 10 candidats à voilà, une centaine, mais elles sont plus autour de 25, 40. Donc, petit volume pour la plupart, mais de toute façon, des écoles qui ont une très bonne réputation, ça sans problème. Et puis, les écoles privées, elles sont plus chères, à n'en pas douter. Bien plus chères. Mais elles ont aussi, alors il y en a une qui se distingue, c'est l'ISRP, qui est l'école fondatrice du métier. C'est elle qui l'a véritablement inventée et qui a créé la première école de psychomotricité sur le territoire. Donc, c'est une école de référence et qui propose quand même 4 possibilités, 4 écoles. Donc, c'est un choix, quand on fait le choix sur Parcoursup de cocher l'ISRP, on a 4 écoles à sa disposition pour un choix. Donc aussi, ça multiplie les chances. Après, c'est un calcul à faire. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mes étudiants qui décident de faire un mixte entre les écoles publiques et les écoles privées, parce que dans les écoles privées, il y a plus de place en règle générale, notamment je pense à l'ISRP, donc plus de chances d'être pris. Ils s'investissent à ce moment-là en se prémunissant côté banque d'un prêt étudiant, de manière à pouvoir payer les écoles. En sachant que l'ISRP a une particularité que les autres écoles privées n'ont pas, c'est l'alternance. C'est-à-dire que la première année, on paye son école et les années suivantes, à partir de la deuxième année, à condition de trouver une alternance, ce qui n'est pas toujours simple, mais là encore, il faut l'envie, il faut se bouger pour trouver une alternance. Moi, j'ai des élèves qui la font, cette alternance, qui sont maintenant en troisième année, qui sont en alternance et pour lesquelles ça se passe très bien. Et elles ont tout de suite le pied à l'étrier. Ouais, et elles sont toujours tout de suite dans le métier, dans la pratique du métier. Ok, ça marche. Voilà. Merci beaucoup.
Alors, maintenant, on va aller sur pourquoi intégrer notre école. Donc, on va vous présenter en fait une compilation de chiffres que Muriel a réalisés, donc qui sont les plus récents que nous avons. Donc, premier chiffre qu'on va vous présenter, donc de Parcoursup 2025, où en fait Muriel, elle vous a présenté donc à gauche les différentes écoles avec le nombre de places que vous avez dans la première colonne, le nombre de vœux reçus. Donc, elle a calculé le taux d'accès, le coût, c'est ça, de l'école. Oui. Et la proportion des bacs acceptés, donc entre les bacs généraux, donc là on est plus à les filières S, L ou ES, mais bacs généraux avec les fameuses deux options qui sont gardées en terminale, les bacs technologiques et les bacs pro, et également une colonne qui peut être intéressante si ça vous concerne, c'est le pourcentage de boursiers. Donc vous voyez qu'il y a des écoles qui sont quand même beaucoup plus favorable à des étudiants boursiers. On voit que Mulhouse, par exemple, est à 15% d'étudiants boursiers, quand, par exemple, Brest, Lagarde, Besançon sont que à 5%. Donc ça, c'est pour ça que l'accompagnement Parcoursup dont vous a parlé Muriel juste avant est hyper important. C'est que si vous n'êtes pas fermé sur certaines zones géographiques ou certains groupements, effectivement, le côté boursier est hyper important à prendre en compte. Vous voyez également que dans le tableau, au niveau des bacs qui sont acceptés, le bac professionnel n'est accepté qu'à Meulan. Donc ça, c'est pareil, c'est un autre point qu'il est important de prendre en compte. Et après, vous avez également les bacs technologiques qui sont aussi très peu représentés et les bacs généraux qui sont un peu plus représentés. Donc, vous voyez qu'au niveau des coûts des écoles, c'est assez variable. Là, du coup, Muriel, on a du privé et du public dans… Ici, oui, tout à fait. Alors, je ne devrais pas dire de bêtises. Là, c'est le public ici C'est tout le qui public. est sur ce tableau. Oui, Donc, on va tout quand à même faire fait. le public. Il y a quand même des grosses disparités, hein, puisqu'on va de Oui, 175 à 4670 euros. 175, c'est presque le prix d'une licence classique, nous, sur Lyon. Et 4670 euros, on est sur les tarifs que, par exemple, pratique l'école où on en servait avec Muriel en BTS, une école privée. Donc, même dans le oui. public, grosse disparité. Et vous voyez que, par exemple, le taux d'accès, par contre, ne dépasse pas les 10%. Donc, effectivement, plus il y a de places, plus le taux a tendance à augmenter. On voit que Paris-Sorbonne, on est quand même sur 120 places, donc on est à 8% de taux d'accès. Après, avec aussi d'autres inconvénients, je pense notamment au logement, au coût de la vie parisienne, qui est de fait beaucoup plus cher qu'une ville provinciale un peu plus petite, comme par exemple Montpellier, ou alors des villes encore même plus petites comme Meulan. Donc ça va être un équilibre entre le choix de vie, le coût, votre bac, est-ce que vous êtes boursier, la région aussi, on peut avoir une affinité aussi pour une région, hein. Je sais que moi, par exemple, je n'aimerais pas trop aller plus au nord que Lyon. Donc, voilà, donc c'est ça, c'est des points perso qu'il est important de prendre en compte. Ensuite, Muriel vous a fait un autre tableau où, sur ces mêmes groupements, elle vous a scoré en fait leurs critères de sélection. Donc, dans le tableau, ils sont abrégés. Je vous ai remis en bas à droite donc les équivalences des abréviations. Donc, MET pour méthodologie, SE pour savoir-être, MO pour motivation et ENG pour engagement plus expérience. Donc là, c'est pareil. Vous voyez que dans les écoles, on a une grande disparité. Et pardon, j'ai oublié de recopier RS pour résultats scolaires. Et donc, on voit qu'on a une grande disparité, par exemple, avec les extrêmes. Hein, Rouen, 16% pour les résultats scolaires versus Bordeaux, 77%. On voit que Toulouse, là où est Adrien, on est sur une école qui est assez équilibrée entre les résultats scolaires et les différents critères. Quasiment tout autour de 20%. Voilà, donc c'est pareil, ça c'est quelque chose sur lequel nous vous accompagnerons du coup au cours de votre année de préparation en fonction donc du premier tableau et de ce deuxième tableau, parce que c'est pareil, si vous êtes un étudiant qui a des très bons résultats scolaires ou qui a des résultats scolaires moyens, de fait ça va fermer certaines portes, hein. On pense à Bordeaux, voilà, si vous êtes un étudiant moyen, malheureusement vous ne pourrez pas trop avoir d'espoir pour intégrer cette école.
Enfin, donc, dernier chiffre, là, on a combiné du coup les différents éléments. Donc, vu que la vidéo est enregistrée et qu'elle sera disponible donc, sur YouTube, vous pourrez mettre pause. Je vais passer assez vite parce que ça reprend un peu les différents éléments, mais c'est pour que vous puissiez avoir en fait des éléments de comparaison entre différentes écoles. Et vous voyez, là, on est sur les écoles privées avec des prix qui franchissent les plus de 10 000 euros. Voilà, donc Paris, 11 500 euros. On voit Cayenne, 12 050 euros. Donc ça, bien sûr, on imagine bien que ça va être critique aussi dans vos choix. Hein. Voilà. Donc concernant l'école Ballet Tudo, donc qu'est-ce que nous proposons? C'est 2 types d'accompagnement. Donc, dans les 2 accompagnements, vous aurez exactement les modules que Muriel vous a présentés tout à l'heure. Donc, il y a le cercle avec donc les différentes matières, plus les stages, plus les projets de groupe. Donc, comme Adrien aussi vous a expliqué suite à son expérience en première année. Donc, vous n'aurez pas la même expérience que lui parce que ça va dépendre des terrains de stage qu'on peut vous proposer ou de ce que vous trouvez également par vous-même. Nous, ce qu'on a voulu faire avec Muriel, c'est d'avoir en fait 2 possibilités. Une en présentiel, donc qui va être très contraignante du fait d'être présent sur Lyon, et donc qui conviendra peut-être plus à des étudiants qui ne sont pas inscrits dans des formations ou des personnes en reconversion et en réorientation qui veulent profiter donc des avantages. Du coup, il y a une petite coquille, mais du coup, du présentiel. Ah oui, et pas du présentiel, c'est pas du distanciel. Il y a une coquille. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Et je tiens à le préciser aussi, qui veulent travailler au sein d'un petit groupe. Hein, ça aussi, c'est important. Retrouver, parce que quand on s'est éloigné un petit peu des bancs de l'école, c'est bien aussi de se remettre au sein d'un groupe. D'ailleurs, Adrien l'a vu, hein, lui qui a travaillé avant dans le montage vidéo, retrouver le rythme scolaire, retrouver le fait d'avoir les interrogations sur table toutes les semaines, de retrouver l'ambiance, c'est aussi important. Hein, de garder ou de retrouver ce rythme. Donc ça, c'est bien. Je trouve que c'est même vital pour beaucoup de personnes de pouvoir avoir cette émulation de groupe et puis aussi de se soutenir. Hein. Ouais. Et puis le fait que nous, on sera présent dans les locaux et que l'échange est quand même toujours plus favorisé en présentiel qu'en distanciel. Même si on mettra tous les moyens en place pour que le deuxième format soit aussi qualitatif, ça reste quand même différent. Donc justement, on en arrive à ce format donc semi-distanciel qu'on conseille plutôt aux élèves donc de terminale qui vont donc suivre notre programme en parallèle de la terminale, ou à des étudiants et des personnes qui ont besoin de plus de flexibilité parce qu'ils ont déjà un travail, ou alors parce que vous n'êtes pas sur Lyon et que du coup, vous ne pouvez pas vous libérer comme vous le souhaitez. Ce sera du semi-distanciel, donc ça veut dire que par contre, on vous donnera les dates suffisamment en amont afin que sur certaines plages, vous vous rendiez disponible et ce sera absolument non négociable que vous veniez dans nos locaux pour en fait certains modules qu'on estime qui ne sont pas très qualitatifs en distanciel. Tout à fait, notamment l'accompagnement Parcoursup, parce que c'est véritablement important que l'on soit face à face, que l'on puisse discuter de vos problématiques, qu'elles soient financières, qu'elles soient familiales, etc. Il y a aussi bien évidemment l'oral, parce que l'oral, c'est bien mieux de le travailler en face à face. Donc, notamment, toutes ces étapes-là vont se faire en présentiel. Voilà. De même que les projets de groupe. Donc, on en arrive à la fin de cette présentation. Donc, vous avez donc les coordonnées de l'école, donc contact@valettudo-academy.com. Le numéro donc de Muriel et le mien. Donc, vous pouvez nous appeler indépendamment l'un ou l'autre selon si on répond ou pas. Mais normalement, on répond tout le temps. Pensez à nous laisser un message si on ne répond pas. La boîte mail est relevée tous les jours. Donc, ça, par contre, c'est sûr que vous aurez une réponse rapide.
Et puis, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Si c'est sur YouTube, vous pouvez l'écrire dans les commentaires. Et ainsi, on pourra vous répondre et vous recontacter si besoin. Donc, on vous remercie d'avoir assisté à cette présentation et puis on vous dit à très bientôt. À bientôt. Et À puis, bientôt. merci Adrien aussi pour ta participation.